Bonjour à tous et bienvenue pour notre émission bimensuelle Les marchés en live. Nous sommes aujourd'hui le mardi 25 juillet 2023. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste indépendant. Très heureux de vous retrouver pour ce point estival. Et sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Cette émission vous est présentée par mes partenaires Trade Republic et Citi. On les remercie de s'associer à ce contenu pédagogique. Avertissement sur les risques. Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mises à disposition ici s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement, ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas de conseils en investissement. Vous connaissez la chanson. Je vous rappelle nos rendez-vous, donc un mardi sur deux, on se retrouve pour ce point de marché en live sur Twitch, YouTube, Twitter, Facebook, LinkedIn. Au quotidien, vous pouvez retrouver des informations et des graphiques sur Twitter. Et un mercredi sur deux, pendant l'été, vous retrouvez ma newsletter. Pour les inscriptions, c'est sur nicolaschéron.fr. Et je vous rappelle que sur ce même site, nicolaschéron.fr, dans la rubrique articles, vous pouvez retrouver l'ensemble des articles passés. D'ailleurs, dans la newsletter de mercredi dernier, vous aurez peut-être pu voir que j'ai signé un nouveau partenariat avec Auguste Patrimoine et on a mis en place un calendrier ensemble pour que vous puissiez prendre des rendez-vous pendant l'été pour faire un bilan patrimonial entièrement gratuit avec des professionnels. Donc, je ne peux que vous inviter à les solliciter, à faire un petit point sur vos finances, votre patrimoine et à voir si des solutions pourraient venir compléter ce que vous avez déjà mis en place. Au sommaire de cette émission, comme d'habitude, on fait un focus marché, on voit des graphiques macroéconomiques dans le top flop, puis on passe aux graphiques des principaux actifs, les indices, les cryptos, le pétrole. Et ensuite, on regarde les actions que vous m'avez proposées pour cette semaine. J'ai fait une sélection, évidemment, puisque vous m'en avez demandé une petite centaine. Alors, hop, on va passer au focus marché. Comme je le disais un petit peu avant le démarrage de cette émission, gros programme dans les séances à venir, je dirais dans les 10 jours qui viennent, les 10 prochaines séances, puisque 70% des entreprises du S&P 500 et du CAC 40 vont publier, ce qui devrait engendrer de la volatilité sur les actions concernées. À cela s'ajouteront la Fed mercredi et la BCE jeudi, et c'est un rendez-vous d'importance avec la Fed, puisque les marchés anticipent que la Fed est peut-être en train de relever ses taux pour la dernière fois. Voilà, donc on va voir le discours de Jérôme Powell. Est-ce qu'il met un point à la ligne des hausses de taux ou est-ce qu'il laisse la porte ouverte à de nouvelles hausses de taux? On verra cela et je pense que ça devrait engendrer beaucoup de volatilité sur tous les actifs, sur les indices, mais aussi tous les actifs dénominés en dollars, que ce soit le pétrole, l'or ou encore le bitcoin. Pour aujourd'hui, Microsoft, Alphabet, Visa, Texas Instruments, General Motors ou encore General Electric publieront leurs comptes. Et Essilor, Luxottica et LVMH après la clôture parisienne. Voilà, donc on a des marchés qui sont attentistes, qui stabilisent, le CAC 40 qui reprend un petit peu de hauteur au-dessus des 7400 points, le Nasdaq qui a consolidé de 3-4% avant son rééquilibrage qui s'est fait hier sans grand bruit et sans grande volatilité. Et on va avoir des publications comme ça dans les séances à venir qui devraient faire bouger les marchés. Côté indicateurs avancés, les PMI du mois de juillet sont mauvais, particulièrement en Europe, moins aux États-Unis. Que ce soit dans le secteur manufacturier ou les services, les PMI se dégradent, démontrant une ambiance plutôt lourde. Néanmoins, cela fait l'affaire des banques centrales dont les hausses de taux ont fait ralentir l'économie et l'inflation, ce qui était leur but. Du coup, on peut avoir un phénomène de bad news is good news, c'est-à-dire une mauvaise nouvelle macroéconomique est une bonne nouvelle. Car qui dit que la machine économique ralentit
l'inflation ralentit et donc que les banques centrales ont réussi leur mission en augmentant les taux d'intérêt et en faisant se calmer un petit peu la machine économique et l'inflation qui était au cœur des débats ces derniers trimestres. Alors, quid de l'inflation dans les mois à venir justement? Il ne faudrait pas aller trop vite en besogne. On a vu que le blé remonte, les prix du gaz se tendent, le pétrole gagne plus de 10% en quelques séances. Donc l'inflation en baisse ces derniers mois pourrait de nouveau faire parler d'elle dans les mois à venir. C'est donc une affaire à suivre. Voilà, n'allons pas trop vite en besogne sur ce sujet. Ce sera toujours un sujet d'importance, je pense, pour les marchés dans les mois à venir. Côté Chine, du mieux à court terme, ça rebondit. Les places chinoises tractées par le bond du secteur immobilier et les soutiens à l'économie reprennent des couleurs, 3% pour le Hang Seng et 2,6% pour le CSI 300 ce matin. N'oublions pas donc que la Chine s'est fixé 5% de croissance cette année. Il y a 15 jours maintenant, on avait pas mal de publications chinoises et on a beaucoup de banques américaines qui ont revu leurs anticipations de croissance pour l'année en cours. Globalement, elles ont toutes revu leurs anticipations de croissance de 5,5 à 5,7% à 5%. Et je crois même que l'une d'entre elles voit 4,9%. Donc en gros, la Chine fait tout ce qu'elle peut pour relancer sa machine économique, pour soutenir son économie, son marché immobilier et pour atteindre ces fameux 5%. Et c'est en ligne avec ce qu'anticipent aussi les différentes banques. Je suis désolé, j'ai mon attention qui a été retenue une seconde, puisque nous sommes en pleine période des baleines à La Réunion. Du coup, de mon bureau de travail, je viens de voir une baleine sortir de l'eau. C'est original, je vous l'avoue. Mais c'est un beau spectacle qu'on a en ce moment sur l'île de La Réunion, avec ces baleines qui font le tour de l'île et qui sortent la tête de l'eau souvent. Parenthèse fermée. Le Bitcoin, pour finir, a cassé son support de très court terme à 29 600 $. Il est à 29 150 $ à peu près. Alors que l'Ethereum, lui, tient son support de court terme à 1820 $. Donc je ne pense pas qu'on puisse parler de tendance affirmée, de baisse forte. Je dirais plutôt que les cryptos sont globalement sans tendance en attendant la Fed qui pourrait faire bouger la plupart des actifs risqués. On va maintenant passer au top flop. Et on commence donc avec les publications des résultats des sociétés, graphique de Zone Bourse emprunté à Tommy Douziek. Vous voyez donc un gros programme ce mardi. On a du Microsoft, du Alphabet, du Visa, on a LVMH ce soir après la clôture. On aura de la bancaire aussi encore. Demain, on aura du Facebook, Dior, Boeing, Airbus, ADP. Jeudi, on va avoir du Total, du Shell. Voilà, plein de publications, du BNP. Donc cette semaine et la semaine prochaine, c'est les publications d'entreprises. Gardez en tête que ça peut faire monter et baisser fortement les différentes valeurs. Notez que si vous faites du moyen terme, eh bien, en général, les publications importent peu. Notez que si vous faites du court terme, il faut faire attention parce que des bonnes ou mauvaises publications peuvent engendrer de la volatilité et ça peut être problématique. Apparemment, on a eu un petit lag, un petit bug, mais me dit-on, c'est revenu. Bon, j'espère que vous m'entendez bien. Le graphique de droite montre la même chose que la semaine dernière. On avait le début des publications des entreprises avec un peu plus de 10% des entreprises du S&P 500 qui ont publié. Et cette semaine, on a 40% des entreprises du S&P 500 qui vont publier. Et la semaine prochaine, on en aura 25%. Alors, deux graphiques concernant justement les anticipations de bénéfices pour les entreprises américaines. Le graphique de gauche nous montre quoi? Il nous montre que depuis 2-3 mois, on a les cours du S&P 500 qui montent, alors que depuis 2-3 mois, les analystes ne font que revoir à la baisse leurs anticipations de bénéfices pour les entreprises du S&P 500 pour le deuxième trimestre.
On pourrait se dire que parce que les analystes voient ces bénéfices baisser graduellement, les cours n'auraient pas dû monter aussi fortement. Mais en fait, c'est habituel. Les analystes ont pour habitude de revoir à la baisse leurs estimations de publication juste avant les publications, et c'est comme ça qu'on se retrouve avec globalement des publications supérieures à des attentes qui ont été abaissées graduellement. Ce qu'il faut regarder, c'est la big picture en fait. C'est une prise de recul pour se rendre compte de pourquoi les marchés sont aussi résilients, aussi forts. Et à droite, vous avez un graphique des anticipations de résultats, notamment pour l'année 2024. Et vous voyez que les bénéfices des entreprises suivent une courbe ascendante très forte. On voit ici le trou d'air de la crise de 2008. On voit ici le trou d'air du Covid et on voit qu'on est sur des records historiques ou presque, et qu'en tous les cas, les analystes anticipent des records de bénéfices des entreprises pour 2024. Et c'est ce qui explique la résilience des marchés. Le graphique de gauche est un graphique de la saisonnalité des actions au mois de juillet. Vous n'êtes pas sans savoir que le mois de juillet est un mois généralement favorable aux actions. Et notamment, on en avait parlé au mois de juin, le mois de juillet est positif sur le Nasdaq depuis les 10 dernières années. Simplement, quand on découpe la saisonnalité, on voit que la première partie du mois de juillet est plutôt haussière, alors que la deuxième est plutôt neutre. Ça s'explique tout simplement par le fait que les opérateurs payent jusqu'au début de la publication des résultats, et qu'ensuite ce sont les publications de résultats qui font la pluie et le beau temps. Donc à ce moment-là, il y a un certain attentisme. Le graphique de droite, lui, nous montre quoi? Il nous montre que lorsque le S&P 500 gagne plus de 10% entre janvier et juin, eh bien, en moyenne, généralement, il est stable en août, septembre, octobre pour se reprendre à la hausse en fin d'année. Cette année, le S&P 500 a gagné 15% sur le premier semestre à peu près. Donc on est bien sur une année où le S&P 500 a gagné plus de 10% sur le premier semestre. Et donc on voit bien qu'il est en ligne, en phase avec ce qui se passe en moyenne de par le passé. Et on voit qu'il y a une certaine stabilité qui peut être attendue dans les semaines, les mois qui viennent, avant la fin de l'année. Alors, est-ce qu'on va continuer de monter? Est-ce qu'on ne va pas continuer de monter? Est-ce qu'on va connaître un trou d'air et de la volatilité? Ça, c'est la question à 1000 points. Le graphique de gauche, c'est un graphique sur 50 ans qui montre que généralement, quand le marché s'apprécie fortement, comme il s'est apprécié ces 6 derniers mois, et que les cours dépassent la moyenne mobile à 200 périodes de plus de 12%, comme c'est le cas actuellement, et bien généralement ils vont chercher jusqu'à 20% au-dessus de la moyenne mobile à 200 périodes. Donc en gros, quand le marché est fort, ça veut dire qu'il peut être encore plus fort. Et historiquement, lorsqu'on atteint les 12% de hausse au-dessus des MM200, on va chercher 15, 18, 20%. Donc ce graphique-là nous dit que c'est pas parce qu'on est beaucoup monté et qu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 200 périodes de plus de 10% qu'on va forcément aller rebaisser pour aller la chercher. On peut aussi pousser plus loin. Le graphique de droite, lui, il invite un peu plus à la prudence. Il indique que de janvier à juillet, à mi-juillet, eh bien, le marché est haussier et donc le VIX, l'indice de la peur, le Volatility Index, est en baisse. Mais il indique aussi qu'en août, septembre, octobre, eh bien, ce sont les périodes les plus propices à des poussées de volatilité et donc à des trous d'air, à des respirations, des corrections sur le marché. Donc voilà, on sait que lorsqu'on a un premier semestre qui est bon, le deuxième est plutôt bon, mais on sait aussi que août, septembre, octobre ne sont pas très porteurs. On sait que ça peut aller plus haut, parce que c'est ce qui s'est passé par le passé, mais qu'on peut aussi avoir des pics de volatilité. Donc en gros, on est en été, on veut profiter des vacances,
on a allégé possiblement son portefeuille, ou bien on le fera après les publications. Et je dirais qu'en août et en septembre, eh bien, il faut prudence garder, il faut ne pas forcer. Si les marchés se cherchent et consolident à plat, ne sont pas très volatiles, eh bien, il faut lever le pied. Et si au contraire on a des gros trous d'air, des corrections pour X ou Y raison, eh bien, ce sera peut-être le moment à ce moment-là d'utiliser les liquidités qu'on aura créées avant l'été pour avoir l'esprit tranquille et de les remettre sur le marché en cas de trou d'air. Fait à avoir en tête, selon l'étude de Bank of America Merrill Lynch auprès des gestionnaires de fonds, eh bien, le crowded trade, donc le trade sur lequel tout le monde est actuellement, c'est d'être acheteur sur la tech et les big tech, les GAFAM. C'est elles qui ont tiré le marché, je ne vais pas vous le répéter, on l'a vu depuis 2 mois. Il y a 7 valeurs qui ont tiré 90% de la performance du S&P 500 cette année. Il y a 7 valeurs qui sont des méga caps, les GAFAM, vers lesquelles il y a tous les flux, et c'est à elles qu'elles ont tiré l'ensemble des marchés. Donc bien évidemment, on va avoir la publication des GAFAM dans les 10 jours à venir. Ça va faire la pluie et le beau temps. Apple devrait avoir son incidence, puisque Apple est aujourd'hui énorme. Et rappelons-le, la capitalisation boursière d'Apple dépasse désormais celle du Russell 2000. Donc ça veut dire que Apple à elle seule pèse plus que les 2000 actions du Russell 2000, l'indice des small caps aux États-Unis. Le graphique de droite montre qu'on a des prix à la production et à la consommation qui baissent en Chine. Ça va de pair avec le ralentissement économique en cours qui est contrebalancé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par des injections et des soutiens du gouvernement chinois à son économie et notamment à son marché immobilier. 2 choses qu'il va falloir surveiller dans les mois à venir, c'est la capacité du consommateur américain à tenir. Vous n'êtes pas sans savoir que les taux d'intérêt sont remontés très fortement ces derniers mois. Vous n'êtes pas sans savoir que cela a impacté le marché immobilier. Vous n'êtes pas sans savoir que ça impacte les particuliers et la consommation. La consommation aux États-Unis, elle s'est tenue parce qu'elle s'est faite à crédit. Ce qui va se jouer dans les mois à venir, c'est de voir si ces hausses de taux répétées et fortes ne vont pas avoir un impact quelques mois plus tard. Le graphique de gauche nous montre les rejets des demandes de prêts aux États-Unis faits sur les cartes de crédit, sur l'immobilier et sur les achats de voitures. Et ce que l'on constate en fait, c'est qu'il y a de plus en plus de banques qui rejettent les crédits. Donc jusqu'ici, ces 6 derniers mois, on aurait pu avoir une baisse de la consommation aux États-Unis, mais elle ne s'est pas faite parce qu'elle s'est faite à crédit. Et là, on voit que les crédits sont rejetés. Donc il va falloir voir si c'est juste un épiphénomène ou si c'est un début d'une tendance. Si c'est le début d'une tendance et que les gens peuvent moins emprunter pour moins consommer à crédit, il va être difficile de maintenir la consommation sur des records. Le graphique de droite, c'est un graphique qui montre les inscriptions au chômage aux États-Unis et les taux d'intérêt et qui montre que généralement, il y a une relation entre les deux. Quand les taux d'intérêt arrêtent de monter, quand les taux d'intérêt vont rebaisser, c'est généralement qu'il y a du grabuge sur le marché de l'emploi aussi aux États-Unis. Donc il faudra voir si la Fed a cassé en quelque sorte l'économie américaine au point de faire remonter les inscriptions au chômage et remonter le taux de chômage. Donc jusqu'ici tout s'est bien passé, les banques centrales ont augmenté les taux d'intérêt, elles ont calmé les bulles sur le marché actions, elles ont calmé le marché immobilier, elles ont calmé l'inflation, elles ont calmé l'économie et on peut dire mission réussie. La question des 6 mois à venir, si je puis dire, c'est est-ce qu'avec toutes ces hausses de taux d'intérêt, elles n'ont pas cassé la machine économique ? On voit qu'il y a une hausse des faillites aux États-Unis et qu'au premier semestre, il y en a eu beaucoup.
On voit qu'il y a des rejets sur donc les prêts et on voit qu'il y a un marché de l'emploi qui commence un petit peu à se retourner. Donc il faut garder ces choses-là en tête. Dans les 6 mois qui viennent, on va voir si justement la machine économique robuste tient ou si au contraire on commence à voir des premières distorsions, des premières cassures. Et puis pour finir avec une note positive dans ce top flop, à gauche vous avez les performances du Nasdaq en 1998 et 1999 en jaune et en bleu. Donc des années où le marché est monté fortement jusque mi-juillet, la fameuse périodicité dont je vous parlais. Ensuite, juillet, août, septembre, octobre, c'est un peu plus compliqué et on a assisté lors de ces années 1998 et 99 à des corrections, à des baisses, parfois assez violentes, et globalement à une bonne fin d'année. Bien évidemment, on prend toujours des pincettes avec les statistiques historiques. Le marché adore nous prendre à contre-pied. Simplement, voilà, pour l'instant, on est sur un premier semestre positif. Généralement, après ça, il se passe 2-3 mois, soit flat, soit à l'horizontale, soit avec des trous d'air, avant de finir l'année en beauté. Et c'est la même chose que nous dit le graphique de droite, où on parle ici du S&P 500, et où vous voyez qu'historiquement, ça monte de janvier à juillet, puis ça stabilise, et ça remonte ensuite en fin d'année. Voilà. Donc ça veut dire qu'on peut avoir une respiration, des marchés neutres. Ça veut dire qu'il va falloir être sélectif. Ça veut dire qu'on peut avoir des rattrapages sur certains secteurs et d'autres qui peut-être se calment. Et c'est notamment ce que les publications d'entreprises dans les 10 jours à venir vont venir nous apporter comme information. On va maintenant passer à la partie analyse graphique. On va regarder dans un premier temps donc les indices boursiers. Vous avez ici le CAC 40. Alors le CAC 40, il était dans un joli range entre 7100 et 7400. Et si on reste sur cette idée de range, on peut constater que vendredi on en est sorti, lundi on essaye d'en sortir, ce matin encore on a ouvert en hausse, on est revenu tester les 7400 points et ça tient au-dessus. Donc option 1, on était dans un range, on en sort par le haut, on a LVMH qui publie ce soir, la publication est bonne et on continue de grimper et on va potentiellement retrouver les plus hauts annuels et historiques. Option 2, on est toujours dans un range, on est toujours dans une période où on se cherche, un coup en haut, un coup en bas, un coup en haut, un coup en bas, etc. Les publications ressortent en demi-teinte, c'est bon mais pas exceptionnel, ça engendre des prises de bénéfices et au final on va pas beaucoup plus haut et on reste dans cette sorte de latéralisation pendant l'été et peut-être par la suite à la rentrée en ligne avec les statistiques historiques. Donc ici, c'est du qui tout double, j'ai pas de réponse particulière à vous donner. Je suis pas là pour faire des devinettes. On a les publications qui vont s'accélérer à partir de cet après-midi, ce soir et dans les séances qui viennent. Et on prendra note de ce qu'aura choisi tout simplement le marché. On peut regarder le Nasdaq. Le Nasdaq qui a cartonné ces derniers mois, qui est venu frôler les 16 000 points et qui consolide depuis une semaine. Voilà, ce sont des prises de bénéfices légitimes. On est revenu tester la zone qu'on avait cassée avant et on a les GAFAM qui vont publier dans les séances qui viennent. Évidemment, si c'est pas bon et qu'on passe sous les 15 250-300 points, c'est peut-être qu'on assiste à une consolidation, une correction qui pourrait être un petit peu plus profonde qu'une simple prise de bénéfice de quelques séances. Si au contraire les résultats sont en ligne ou meilleurs que les attentes, eh bien on repartira pour un tour vers les plus hauts. On parlait du pétrole en introduction et de la remontée des prix du pétrole. Donc vous n'êtes pas sans savoir que le pétrole est dans un range, ici WTI, entre 63 et 83 grossièrement depuis novembre dernier. Donc ça fait un paquet de temps.
Ça fait 8 mois maintenant. Le pétrole a donné des signes de résilience sur les 67 $, il a cassé les 72, il a cassé les 75 et il a même fini par casser en ce début de semaine sa moyenne mobile à 200 périodes pour la première fois depuis un an, depuis juillet dernier. Vous voyez, en juillet dernier, post-guerre en Ukraine, on y est toujours en guerre en Ukraine, je suis au courant, mais on va dire que les tensions sont retombées sur les prix des matières premières. On était au-dessus de la moyenne mobile, on est passé dessous, on a baissé pendant un an, et là on reprend de la hauteur. Voilà, c'est la raison pour laquelle je vous ai parlé de Total quand on était sur les 51 € la semaine dernière et la précédente dans mon émission ainsi que sur Twitter, qui est pour moi, tant que le CAC tient, Total est la meilleure option pour pouvoir jouer le pétrole à la hausse à court terme. Donc voilà pour le pétrole. Ensuite, on peut regarder l'or qui ne bouge pas ces derniers temps, qui attend gentiment le FOMC. L'or qui est toujours dans un grand range entre 1600 et 2080 $ depuis 2 ans maintenant. Et on va voir donc comment l'or réagit au discours du FOMC. Si la Fed laisse la porte ouverte à de nouvelles hausses de taux et dit que ce n'est pas la dernière, on pourrait connaître un trou d'air, on pourrait revenir peut-être vers les 1900 $ et la moyenne mobile à 200 périodes, zone d'accumulation pour ceux qui veulent en acheter sur repli. Si la Fed laisse entendre qu'elle monte les taux mais que c'est la dernière fois et que maintenant il va falloir penser à des baisses de taux peut-être en 2024, à ce moment-là le dollar peut se faire vendre fortement et tous les actifs dénominés en dollars peuvent repartir à la hausse. Donc le discours de Jérôme Powell mercredi soir va vraiment faire la pluie et le beau temps sur les marchés. Et c'est la même chose sur les cours de l'argent qui sont remontés bien fortement quand même au mois de juillet et qui consolident attentistes avant la Fed. Et puis on peut regarder également le Bitcoin. Et le Bitcoin, comme je vous le disais, il a cassé une toute petite marge de court terme. Il était dans un range et il a cassé ses 29 600 $. Après, voilà, on est 2% en dessous, 1,5% en dessous. Donc on ne peut pas dire que ce soit la fin du monde. On est toujours dans une tendance haussière de moyen terme au-dessus des mêmes 200 qui est ascendante en elle-même. Et quand on regarde l'Ethereum contre le dollar, donc le cousin du Bitcoin, si je puis dire. C'est un peu comme l'or et l'argent, Batman et Robin. L'or et l'argent vont de pair, le Bitcoin et l'Ethereum vont de pair. Et on voit sur l'Ethereum que pareil, on est haussier au-dessus des mêmes 200 et que le support des 1820 qui correspond aux 29 600 sur le Bitcoin n'a pas cassé. C'est pour ça que je ne dis pas que le Bitcoin a cassé un support significatif et qu'il est baissier. Pour moi, Bitcoin et Ethereum sont en stabilisation, en consolidation, en petite respiration et en attente de la Fed mercredi. Voilà, donc on a fait un point sur les thématiques qui intéressent le marché à l'heure actuelle. Les publications de résultats sont à l'honneur. Les statistiques ne sont pas très reluisantes, mais ça montre que les politiques des banques centrales fonctionnent. La Chine continue d'injecter dans son économie et les banques centrales, mercredi et jeudi, vont pouvoir nous éclaircir sur leur politique à venir. On voit que le pétrole reprend de la hauteur, que les cryptos sont neutres. Voilà, ce sont un peu les thématiques du moment. Et je vais vous montrer maintenant la liste des actions que l'on va regarder ensemble. Alors, faites très attention lorsqu'il y a des publications d'entreprises. Ici, il y a des actions dont je vais vous parler qui viennent de publier, comme Alstom, qui, me semble-t-il, a publié ce matin. Je vais vous parler aussi de Saint-Gobain, qui va publier, me semble-t-il, ce soir. Ou encore de Solutions 30. Donc, prudence gardée sur les scénarios dont on va parler sur ces différents titres. Si l'action publie ce soir, demain, après-demain, ça peut chambouler, ça peut changer la donne, ça peut casser des supports, ça peut donner des signaux et casser des résistances. Vérifiez bien,
quelle société publie, quand, pourquoi. Vous allez tout simplement sur le site de Zone Bourse et vous allez dans la rubrique Agenda et vous avez la date de publication des entreprises. Voilà. Alors, je regarde s'il y a quelques questions. Alors, Éric Benoît dit, est-ce que tu pourrais parler d'Omer Décugis? Depuis son intro, elle baisse. Alors, il faut savoir, Éric, que 90% des entreprises qui sont nouvellement cotées en bourse baissent. Généralement, les intros boursières se font sur des niveaux de valorisation relativement élevés. Et sauf mode, comme par exemple la Française des Jeux ou EDF, qui sont des entreprises qui sont poussées par toutes les banques et tout le monde pour aller dessus et qui font des beaux parcours post-introduction, il y a beaucoup de sociétés qui, alors qu'elles viennent de s'introduire, baissent graduellement. Je vous donne un exemple avec Aramis Group. La société a été introduite vers 22 € en juin 2021. On est 2 ans plus tard à 5 €. Elle a été divisée par 4. Voilà. Une des rares introductions boursières qui a été plébiscitée et soutenue ces derniers temps, c'est Osmosen. Elle a été introduite ici vers 7 €. Elle est à 10 €. Elle gagne déjà 50%. Elle se stabilise ici sur les 10 €. Il y a pas mal de gérants qui en ont parlé, BFM aussi, donc il faudra voir si post-mode, c'est une mode post-introduction là qui l'a soutenue. Il faudra voir si après quelques semaines, quelques mois, cela tient correctement. J'ai Johan qui me dit, je regarde en replay depuis quelques temps, je suis content de te retrouver en live, ça ne m'était pas arrivé depuis ta pause. Comment se passe ton arrivée à La Réunion? Merci pour le temps consacré à la communauté d'investisseurs français. Depuis mon arrivée, je te suis et c'est toujours aussi qualitatif. Bah écoute, merci beaucoup Johan, ça fait plaisir d'avoir ton retour. Donc effectivement, j'ai repris les émissions depuis plusieurs mois maintenant. Et tout se passe très bien à La Réunion. C'est une île magnifique, les gens sont adorables, les paysages sont à couper le souffle. J'ai la mer qui est derrière mon écran d'ordinateur et comme je le disais tout à l'heure, je vois les baleines sauter régulièrement. Je rencontre de plus en plus de clients, d'investisseurs, de lecteurs qui sont à La Réunion. D'ailleurs, si vous êtes à La Réunion, n'hésitez pas à me faire signe, à m'écrire sur Twitter ou à m'envoyer un petit email. Je suis en train de collecter en ce moment les contacts des gens qui sont à La Réunion pour organiser un petit apéro bourse. Bon, parenthèse fermée, on passe au programme des actions du jour. On a 20 actions à regarder ensemble. C'est parti et on commence par Thales. Thales qui est relativement propre graphiquement. Regardez cela, l'année dernière, donc, elle est boostée par la guerre en Ukraine. Elle se stabilise entre 110 et 130, grossièrement. Elle fait du ping-pong dans ces zones-là. Elle a réussi à passer en début d'année la zone des 130 qu'elle a travaillé à maintes reprises. Et puis, comme vous pouvez le constater, à chaque fois qu'elle revient vers les 127, 128, 129, les acheteurs sont là. Donc c'est comme si elle était en train de créer un nouveau range. Et comme vous pouvez le voir sur le graphique, on en avait déjà parlé de Thales et on avait dit que tant qu'elle était au-dessus de sa zone de soutien et de sa moyenne mobile à 200 périodes, elle était haussière à moyen long terme. Que si et seulement si elle passait sous les 126,50, ça pourrait consolider plus durement. Donc là, on retrace un range. On prend les extrêmes ici à 126,50, c'est relativement propre. Maintenant, on a la MM200 qui est à 128,50, qui est un soutien. Et on voit que ça a réagi non loin déjà au mois de juin et encore ce matin. Et vous pouvez voir la flèche ici que j'avais déjà dessinée le mois dernier sur le graphique. En gros, tant qu'on tient cette zone des 128-129, tant que les acheteurs sont présents ici, on peut rester inscrit dans le range et on peut faire du ping-pong. Comme on l'a fait par le passé entre 110 et 130, eh bien on le fait ici entre 127 et 142. Donc si on tient le bas de range, si on tient la zone basse ici, on peut repartir ensuite à la hausse. Alstom, elle a publié ce matin, si je ne dis pas de bêtises, et ça n'a pas l'air suffisant pour l'instant pour les opérateurs.
Donc je rappelle qu'Alstom était quand même bien baissière en 2021 et en début 2022. Depuis, elle se stabilise dans un range. Et vous voyez ici une zone de résistance très claire autour de 28 euros, 28,30 € qui a déjà bloqué une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois. Donc ce matin, pile poil, elle a ouvert, elle a testé la zone de résistance et elle est retombée. Elle était à plus 3 dans les premiers échanges et rapidement les opérateurs l'ont revendue. Vous voyez que j'ai une alerte ici, je ne sais pas si vous voyez le petit trait noir à 28,30. Tout simplement, cette alerte, elle est posée là pour me prévenir au cas où Alstom sortirait du range dans lequel elle évolue depuis maintenant plusieurs trimestres. Le range est là, entre 17 et 28. On achète en bas sur une zone d'accumulation rationnelle. Et en haut, on prend des bénéfices où on espère que ça passe. Pour l'instant, ça ne passe pas. Mais si, sait-on jamais, post-digestion des résultats, le titre devait casser les 28,30, 28,50, ce serait un beau signal pour aller chercher plus haut. Pour l'instant, pas de cassure, donc pas de signal, donc de la prudence sous cette zone clé. Ensuite, une valeur chouchou des investisseurs français, Total Energy. Alors Total Energy, on en a parlé le mois dernier parce qu'elle était sur les 51 €. Et je vous montrais en fait que Total Energy fonctionne depuis le début de l'année 2022 avec des doubles creux, des doubles appuis. Comme si elle venait chercher de la puissance, qu'elle prenait son élan pour mieux s'éjecter à la hausse. Début d'année 2022, donc en mars et en avril, elle fait un double test des 44 € et elle repart à la hausse. Ensuite, elle revient à 46, elle fait un test, deux tests et elle repart à la hausse. Et là, plus récemment, un test des 51 €, un deuxième test des 51 qui a duré plusieurs semaines. Elle a testé une fois, deux fois, trois fois et elle a fini par s'éjecter par le haut. Bien évidemment aidée par les cours du pétrole qui, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, ont regagné plus de 10% en l'espace de 2-3 semaines. Donc ici c'est très simple, on a un support qui a été marqué au fer rouge par un double creux, par un double test, et il ne faut pas passer dessous. Donc si vous avez acheté à 51, 51,50, 52 €, si vous êtes court-termiste, eh bien un stop sous les 50 € suffit. Tant qu'on tient les 50, 51 €, on est dans cette belle tendance haussière de moyen long terme et dans ce scénario du double creux pour mieux repartir. Si on repasse sous les 50 €, c'est que la valeur perd de sa superbe, c'est que la tendance haussière s'essouffle et c'est que le double creux ne fonctionne pas cette fois-ci. L'intérêt, si vous voulez, de ce type de mécanisme, de ce mimétisme, du fait qu'elle répète la même figure, c'est qu'on le voit une fois, deux fois, donc la troisième fois, on peut s'en servir. L'intérêt de ça, c'est que ça permet d'intervenir pile sur le seuil à 51 €. Et si on met un stop à 50 €, ça veut dire qu'on a une perte maximum de 2%. Et puis par la suite, les cours montent de 51 à 55, donc ils gagnent 8%. Et on peut mettre son stop à 0, ça veut dire le stop à son entrée. Vous avez acheté à 51 €, vous mettez un stop de protection à 51 €. Si la valeur monte, c'est bien. Si elle retombe, vous sortez à 0, sans perte, sans gain. Donc voilà à quoi sert ici l'analyse graphique, à définir un seuil, à rentrer dessus, à mettre un stop court. Ensuite, les cours remontent, on met le stop à l'entrée. Si ça marche, c'est bien. Si ça ne marche pas, on n'a pas perdu. Et c'est ça qui compte en bourse, ne pas perdre. Ensuite, Verallia. Verallia, on avait vu ces derniers mois qu'elle avait une belle relation à sa moyenne mobile à 200 périodes. En 2022, la moyenne mobile fait résistance. Mi-2022, en août, la moyenne mobile fait résistance. En septembre, elle fait résistance. Et en octobre, elle passe en fin. Donc en octobre 2022, Verallia donne un signal fort et elle part à la hausse très fort, très vite. Elle gagne pratiquement 100%.
Suite à cette forte hausse, les cours ont consolidé et on est revenu, comme de par hasard, pile poil sur la moyenne mobile à 200 périodes. Enfin, je dis pile poil, à 0,5%. Et vous pouvez voir qu'elle a réagi positivement à proximité des mêmes 200 une fois, deux fois, trois fois. Donc tout comme sur Total, la proximité de ce support dynamique permet d'acheter la valeur en tendance haussière et de mettre un stop court. Si vous achetez à 32 euros ou à 33 ou à 33,50 dans la hausse et que votre stop il est sous la moyenne mobile, vous avez un stop à 3, 4, 5% maximum. Et 4 ou 5% de stop, c'est pas cher payé pour rentrer sur une valeur sur laquelle on est positif pour la suite. Pour ceux qui n'en ont pas et qui voient la configuration ici, c'est un triangle. Donc je n'ai pas vérifié si Verallia avait publié. Quand je regarde le graphique, je n'ai pas l'impression. Si la valeur casse l'oblique basse, ici vous voyez le triangle que j'ai dessiné en bleu. Si on casse par le bas et qu'on casse MM200, ça pue, c'est pas bon, c'est négatif. Par contre, si on tient, qu'on a tenu 3 fois la proximité des MM200 et qu'on sort par le haut de la figure, là c'est positif. Donc dans ces cas-là, moi je me mets une alerte. Ici l'alerte, je la mets au-dessus des plus hauts des 10 derniers jours. Je la mets vers 35,95, 36 euros. Et si on casse les 36 euros et qu'on accélère au-dessus, c'est qu'on sort par le haut d'un triangle de court terme et que la dynamique haussière de moyen terme reprend. Donc c'est la possibilité d'entrer sur la valeur sur un signal haussier. Je viens de recevoir une petite information selon laquelle nous venons de dépasser les 8000 inscrits, les 8000 abonnés sur la chaîne WeBourse. Donc voilà, j'en profite pour remercier toute la communauté, tous ceux qui sont inscrits sur la chaîne YouTube. Ça fait plaisir. Vous êtes désormais 8000 sur la chaîne YouTube et vous êtes pratiquement 27 000 inscrits à ma newsletter. On était à 17 000 l'été dernier, on est à 27 000 un an plus tard. Et donc je vous remercie grandement pour tout ça. N'hésitez pas à faire passer autour de vous le lien de la chaîne YouTube pour la faire grimper ou le lien de ma newsletter pour la faire grimper également. Ensuite, Eurofins. Eurofins, nombreux lecteurs m'ont dit « Est-ce que tu pourrais regarder la valeur ?» Alors, on la regarde d'abord en données mensuelles. Et en données mensuelles, on se rend compte que c'est erratique, mais que ça reste globalement aussi à très long terme. Quand on met un graphique hebdomadaire, on voit bien que on a une dynamique haussière qui dure depuis 2011. On a eu une correction ici en 2014, on a une correction ici en 2019 et on voit que l'oblique haussière de long terme passe vers les 50 euros. Mais que plus on avance dans le temps, plus cette oblique va remonter à proximité des cours. Donc la question c'est, est-ce qu'on va aller chercher les 50 euros pour repartir ou est-ce qu'on va réussir à latéraliser et repartir sans avoir à toucher cette oblique ? Ensuite, on se met en données journalières. Pourquoi est-ce que Eurofins ne m'intéresse pas pour l'instant ? Parce qu'elle est baissière depuis fin 2021, parce qu'elle évolue sous sa moyenne mobile à 200 périodes. Ici, en avril 2022, elle échoue sous MM200. Ici, en février 2023, elle échoue sous MM200. Ici, en mai et en juin, elle échoue sous MM200. Donc c'est très propre. Eurofins, tant qu'elle est sous MM200, ne m'intéresse pas. Néanmoins, après le fort mouvement de baisse qu'on a eu, on peut voir que les cours essayent de latéraliser. On peut voir qu'on a une oblique de soutien ici en bleu qui passe par tous les plus bas. Et qu'à chaque fois qu'elle vient toucher un plus bas, en mars sur publication ou plus récemment en juin sur trou d'air, ça réagit. Ça réagit à la hausse et elle veut stabiliser, elle veut arrêter sa chute. Donc ici, les semaines, les mois qui viennent vont être intéressants. Option 1, on latéralise pour mieux baisser par la suite et on va chercher la fameuse oblique haussière de long terme vers 50-52 euros. Et là, on aurait une entrée à bas prix sur une oblique haussière de long terme, sur une belle valeur. Donc on est à 60, elle irait vers 50, ce serait une opportunité. Option 2,
et c'est ce que j'aime généralement faire, c'est attendre que la valeur me donne des signes de retournement à la hausse. Elle est en train d'essayer de latéraliser, de tenir un range entre grosso modo 56 et 65 euros. Si elle arrivait à sortir par le haut de ce range, ce serait un signal fort. Donc je vais surveiller d'une part la cassure de MM200 sur Eurofins et je vais surveiller aussi la cassure des 65 euros qui sont les plus hauts du mois de mai. Si Eurofins arrive à stabiliser à plat, puis à casser MM200, puis à sortir de ce range par le haut, c'est peut-être justement qu'elle n'ira jamais chercher son oblique haussière vers 50 euros, c'est peut-être qu'elle aura fini sa correction de long terme de 130 à 55-60 et qu'elle est enfin prête à repartir. Voilà. Donc c'est comme ça que j'opère sur un titre qui était très fortement haussier avant, qui a cassé sa dynamique et corrigé pendant longtemps et qui pourrait se relever. On peut faire un parallèle avec Téléperformance qui était haussière pendant très longtemps, qui a cassé sa dynamique, qui est fortement baissière depuis, et on va surveiller sur Téléperformance la cassure des 163 euros qui serait un signe de reprise haussière. Et puis pour vous montrer en quoi Téléperformance et Eurofins sont des configurations de potentiel retournement, eh bien je prends l'exemple d'Ubisoft. Ubisoft, tout comme Eurofins, tout comme Téléperformance, a cassé sa dynamique en début 2021, a chuté très fortement pendant 2 ans, et on voit qu'ensuite, il y a eu un excès baissier, il y a eu un range, elle est sortie par le haut, elle a regagné même 200, elle a pris appui dessus, elle a refait un range, elle en est ressortie par le haut, et c'est ça qui nous intéresse. Quand des valeurs ont fortement baissé, comme Eurofins, comme Téléperformance, comme Ubisoft, ce qui nous intéresse, nous, c'est des cassures de résistance. On veut voir sur Eurofins et sur Téléperformance des cassures haussières progressives, comme l'a fait Ubisoft ces dernières semaines, ces derniers mois. Ensuite, Gerbet. Gerbet, on en a parlé sur Twitter. Je l'avais peut-être aussi mis au programme il y a 15 jours dans l'émission. Même schéma que ce que je viens de vous expliquer sur les valeurs qu'on vient de voir à l'instant. Dynamique baissière forte en 2021-2022. La valeur arrête de baisser et se met dans un range à plat. Ici, j'ai voulu essayer de trouver une entrée plus court terme plutôt que d'attendre la cassure des 20-50 et du haut de range. Donc j'ai zoomé sur le court terme. Ce qui m'intéressait, c'était un peu comme sur Total, la répétition d'une figure. Ici, un double creux. Vous voyez, Gerbet, elle avait fait un double creux à 15,50, un deuxième creux, puis elle est repartie. Et là, elle est venue nous faire un premier creux à 16, un deuxième creux à 16, puis elle est repartie. Donc c'est la répétition de la figure et la tenue de la zone horizontale qui m'a plu ici. Je vous avais dit de surveiller la cassure de la moyenne mobile à 200 périodes, puis des 18,10 €. Elle a cassé MM200, elle a consolidé et elle est repartie, elle a cassé les 18,10 €. Pour ceux qui sont rentrés à 18,10 €, on est à 19,70 €, vous gagnez 1,60 €, ça fait 8%. Et ça vous donne de l'avance pour laisser voir, la laisser aller tester peut-être les 20 €, 20,50 €. Si elle y échoue lamentablement et qu'elle retombe, vous avez largement le temps de sortir et de prendre des petits gains. Si elle ne va pas jusque là-haut et qu'elle retombe, vous avez tout le temps de ressortir à zéro. Et encore une fois, ce qui compte ici sur ce trade, c'est on tente de mettre à profit un retournement de court terme qui pourrait être un retournement de moyen terme et on le fait avec un timing bien précis, une intervention sur une unité de temps courte avec une entrée timée de telle manière que si cassure il y a, et ici cassure il y a eu, la hausse est rapide derrière, on est rapidement en gain de 5, 6, 7, 8%, et donc on peut rapidement mettre un stop à zéro. Vous avez acheté à 18,10 €, vous pouvez mettre votre stop à 18,10 € ou vous pouvez le mettre à 17,9 pour l'avoir sous les 18 €. Ça vous fait un stop de perte de 1%. Et en fait, c'est une technique qui peut permettre de garnir un portefeuille.
Vous achetez une valeur qui casse une résistance de court terme, elle monte, vous mettez le stop à zéro, vous l'oubliez. Si elle casse les 20,50 € à moyen terme, c'est génial, on la laisse faire. Si elle retombe, c'est pas grave, on sort à zéro. Et on trouve la suivante. On achète du Total Energy sur son double creux à 51. La valeur tient, elle repart. Je mets mon stop à zéro, je l'oublie. J'en trouve une autre. Je vous donne des exemples. Je vous ai montré Veralia dans l'émission. Vous avez mis votre alerte à 36. Elle publie, elle casse les 36. C'est beau, vous entrez, elle accélère. Vous mettez votre stop à zéro. Si elle continue vers 40 € et plus, c'est génial. Si elle retombe, vous sortez, soit stop zéro, soit petite perte. Et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'avec des valeurs haussières très fortes, des valeurs neutres qui sortent de range, des valeurs qui étaient baissières et qui se retournent, on peut garnir un portefeuille sur des signaux haussiers avec des stops courts, avec un risque faible et donc avec un stress très faible. Voilà. Je continue. Donc dans ma liste, il y avait Ubisoft. Ubisoft, on en a parlé. Elle était baissière à long terme, ça on le sait. Simplement, moi j'aime bien ce dossier. Je trouve que quand elle est arrivée à 20 €, on était vraiment sur un excès de pessimisme. Je vous ai publié, me semble-t-il, c'était au mois d'avril, c'était en avril, une analyse fondamentale qui avait été rédigée par un invité dans ma lettre qui expliquait que le pire était peut-être passé sur Ubisoft. Donc je vous ai peut-être un peu bassiné, mais je vous en ai pas mal parlé. Certains me disaient je comprends pas, t'es pas acheteur de Téléperformance, mais t'es acheteur d'Ubisoft qui est baissière à moyen terme. Oui, parce qu'Ubisoft m'avait donné des signaux. Elle avait donné un signal d'excès, elle avait donné des signaux de cassure, un signal à 21,50, un signal à 23,75, un autre signal en cassant MM200. Et elle vient encore de nous donner un signal à 28,20 €. Donc tous ceux qui ont acheté les cassures de résistance ou les retours sur les résistances cassées qui font support par la suite sont en bien et peuvent remonter les stops. Pour Téléperformance, j'attendrai tout simplement qu'elle ait cassé les 163. Et vous voyez, c'est ça qui m'importe et j'aimerais que vous reteniez au moins quelque chose dans cette émission et que ce soit cette information-là, c'est que acheter dans la baisse un couteau qui tombe, ça sert à rien, ça fait du mal, on voit la ligne continuer de baisser, on a toujours beaucoup de mal à choper le point bas, c'est stressant, c'est prenant, et voilà, pour moi c'est pas une bonne méthode. Par contre, attendre que le couteau se plante, attendre que la valeur passe de baissière à neutre, puis attendre qu'elle passe de neutre à haussière à court terme, ça demande de la patience, mais sinon ça fait pas stresser, ça fait pas peur et on n'est pas en perte de, comme j'ai vu certains acheter à 220 ou acheter du Téléperformance à 180, quand on était à 140, ils perdaient 20%. Alors, ils me disaient c'est pas grave, c'est du long terme, je suis confiant, ça va aller. Oui, mais en attendant, tu as une ligne à moins 20 dans ton portefeuille et ça, je sais que c'est pas agréable. Alors que moi, ce que je propose comme technique, après chacun fait comme il le souhaite bien évidemment, c'est d'attendre que la valeur qui est baissière devienne neutre et c'est qu'elle devienne ensuite haussière. S'intéresser à Téléperformance à 163 €, au-dessus de 163 €, c'est s'épargner le fait d'avoir acheté dans la chute, c'est s'épargner le fait d'avoir eu une ligne à moins 10, moins 15, moins 20%, c'est se permettre d'entrer sur un signal de court terme avec un stop court. Si la cassure est effective et que ça accélère, rapidement on peut mettre le stop à zéro. Si la cassure est molle ou qu'on retourne rapidement dessous, eh bien on peut sortir avec une petite perte. Mais on n'aura pas subi, on n'aura pas stressé et on n'aura pas attendu 4 mois pour retrouver son prix de revient. C'est ça le concept. Et ce que j'essaye d'inculquer en répétant. Saint-Gobain. Alors Saint-Gobain va publier et elle est pile poil sur zone clé. Elle a testé ici les 59 à 3 reprises début 2022. Elle a retesté les 58-59 en mai 2022. Elle a retesté ça en mars 2023 et elle est pile poil sur ce seuil. Si on prend du recul sur le long terme, c'est aussi à très long terme. Si on prend du recul sur le journalier, on est pile poil sur un seuil clé, elle va publier ce soir. Si vous n'en avez pas, il faut attendre la publication. Si vous en avez, il faut espérer que ça passe pour garder la ligne et pour viser les niveaux suivants à 63 et à 67 €. Si au contraire la publication est mauvaise, qu'on ne passe pas
qu'on ouvre sur la résistance, qu'on repasse violemment en dessous et que ça ne prend pas, eh bien ce sera à vous de voir si vous maintenez la ligne ou pas. Ensuite, Eramet. Eramet, j'en ai parlé il y a 15 jours et elle est en train de donner les premiers signes de potentiel retournement. Comme je vous l'ai expliqué, Eramet est baissière depuis 1 an et demi. Simplement, elle a donné des signaux aussi ici fin 2022. Depuis, elle s'est stabilisée. La moyenne mobile à 200 périodes qui était baissière s'est stabilisée. Je vous ai montré un biseau descendant dans lequel elle était coincée et elle en est sortie par le haut. Donc elle a donné les premiers signes d'une tentative de reprise. C'est sur ce genre de signe que les court-termistes rentrent, en espérant que par la suite, avec les publications d'entreprise, elle casse les 94 euros. 94 euros, c'est les plus hauts du mois de juin. Et c'est le niveau de l'oblique qui passe par les plus hauts ici, même s'il n'y a pas 3 points, ça nous donne quand même une érobée, un niveau à casser. Vous prenez le niveau de mars 2022, le niveau de mars 2023, ça vous donne 94. Donc à 94 euros, on a un niveau horizontal et un niveau oblique. Donc c'est les 94 euros qu'il faut surveiller sur Eramet. Il y a déjà une envie de tenir, maintenant il faut confirmer, il faut transformer l'essai. Alors merci Matt de m'avoir dit que j'ai oublié Sanofi, effectivement. Sanofi, alors c'est une mémère, hein, elle est plutôt lente dans ses vagues. Elle peut monter de 3 cases, redescendre de 3 cases avant de repartir. Elle est assez scabreuse, dirons-nous. Ce que je trouvais plutôt positif dans Sanofi, c'est que l'année dernière, elle était coincée sous une oblique qu'elle a cassée début 2023. Elle a gapé à la hausse. Elle est revenue tester le gap, revenue encore, jusqu'à ce que ce soit la moyenne mobile à 200 périodes qui est passée de neutre à haussière, qui vienne faire point d'appui et de soutien sur les prix. Donc on aurait pu croire qu'elle allait venir combler son gap à 91 euros, mais elle ne l'a pas fait. Au contraire, elle a tenu la zone des 93,30 euros. C'est une zone qui a été très travaillée, hein, ici en décembre 2022, en janvier 2023. On l'a retravaillée 1 fois, 2 fois, 3 fois. Donc pour ceux qui font du moyen terme, du long terme sur Sanofi, tant qu'on est au-dessus des 93 et de la moyenne mobile à 200 périodes à 92,50, c'est positif. Peut-être que la valeur a besoin de latéraliser encore un certain temps. Et pour ceux qui cherchent un signal, eh bien, il faudrait casser le seuil psychologique des 100 euros. C'est les plus hauts du mois de juillet. Voilà. Donc, on voit quand même un trend, hein, plutôt positif depuis 1 an. On voit que après sa forte hausse de début d'année, elle a consolidé, mais qu'elle a bien tenu les supports. Donc maintenant, il faut voir si elle casse de la résistance. Maintenant, on va faire des plus petites valeurs. Vous voyez que j'essaye de faire en 2 temps les grosses valeurs du CAC, les grosses valeurs du SRD, puis ensuite des valeurs plus petites ou des valeurs étrangères. Il faut que j'accélère un peu parce que l'émission dure depuis déjà 1 heure. Solution 30. Donc ici, même schéma que sur les actions baissières regardées précédemment. C'était baissier, c'est neutre depuis 1 an. Point positif, la valeur est venue chercher ici le support des 2,60 qu'elle a tenu à 2 reprises. Je l'avais publié sur Twitter quand on est venu le tester. C'était une résistance ici début 2023 et mi-2023 et maintenant ça fait support. Ce qui serait beau, c'est qu'avec la publication des résultats, la valeur aille chercher la zone des 3,30 et qu'elle les casse. L'étape suivante, c'est de réussir à... Vous voyez, elle était dans un grand range en bas, elle en est sortie par le haut. Maintenant, elle est en train de se mettre dans un nouveau range. Et ce qui serait bien, c'est d'aller chercher la borne haute et de la casser. Voilà. Donc pour ceux qui sont acheteurs à moyen terme sur Solution 30, il ne faut absolument pas passer sous 2,65. Et ce qui serait positif, c'est d'aller chercher les 3,30 et d'aller les challenger. Ensuite, TFF Group. Alors c'est pas très liquide, mais si je veux vous montrer cette valeur, c'est pour vous montrer qu'il y a encore des valeurs en trend following sur le marché français. Et puis je voulais aussi saluer le travail de Master Bourse
de dénicher des valeurs small cap ou mid cap sur le marché français avec de très bonnes publications. Donc on voit ici TFF Group qui avait baissé en 2020 avec le Covid, qui s'était relevé graduellement et qui depuis 1 an et demi maintenant est dans une belle dynamique haussière. Ici, elle a pris appui sur sa moyenne mobile à 200 périodes, elle est devenue haussière, elle s'est mise dans un triangle, elle en est sortie par le haut, elle est revenue chercher même 200 et puis récemment elle a fait un nouveau plus haut annuel. Donc c'est aussi ce type de schéma qu'on veut rechercher, de la dynamique, des plus bas et des plus hauts de plus en plus haut, une moyenne mobile à 200 périodes en soutien, des cassures de résistance. C'est ça qu'on cherche sur le marché. Ensuite, Reworld Media. Alors Reworld Media, elle a bien ramassé depuis 1 an. Elle est passée de 7,50 € à 3,50 € à peu près. On en avait parlé il y a 2 mois du fait qu'elle avait cassé son range par le bas. Elle avait cassé les 4,90 €. Et elle est allée chercher le gros support suivant. Alors on va se mettre en données hebdomadaires pour mieux voir. Le gros support ici des 3,50 €. C'est une zone travaillée il y a plus de 10 ans. C'est même son seuil de GLB. Souvenez-vous, une GLB, c'est quand une valeur casse son cours d'introduction qui correspond à son plus haut historique. En gros, en 2010, elle fait un plus haut à 3,50 €. Ensuite, elle évolue pendant 10 ans sous les 3,50 €. Elle teste ces 3,50 € en 2019, mais ça ne passe pas, donc elle retombe. Et ici, c'est superbe. Début 2021, elle casse les 3,50 €, elle casse les plus hauts de 2019, qui correspondent aussi à ses plus hauts d'introduction. Et ça, c'est ce qu'on appelle la GLB, le signal de Green Line Breakout. Si vous voulez savoir ce que c'est, vous tapez Nicolas Chéron GLB, vous trouverez une émission YouTube que j'ai fait quand j'étais chez Zone Bourse sur la thématique de la GLB. Suite à sa GLB à 3,50 €, elle a explosé à 7,50 €, 8 € pratiquement. Et elle vient de corriger depuis 1 an et de revenir sur ce seuil. Donc c'est un superbe seuil de long terme et des gros volumes ont été échangés sur cette zone de prix. Voilà. Donc il faudra voir ce qui se passe avec publication. Si elle revient sur les 3,50, c'est peut-être l'occasion de rentrer pour les retardataires sur un seuil clé. On peut voir donc qu'on avait une dynamique baissière et qu'elle tente de s'en extraire. Casser les 4,35 €, donc casser le plus haut récent, serait plutôt positif et permettrait de viser ensuite un retour vers les 5 € et de la moyenne mobile à 200 périodes. Donc ici, on est sur une valeur baissière, sur un seuil clé qui tente de se neutraliser et il faudra voir si, suite à cette neutralisation des prix, elle arrive à reprendre de la hauteur. On verra un autre exemple qui ressemble à ça, c'est McPhee, dans quelques instants. Beneteau, elle a publié ce matin, elle a confirmé ses prévisions, les résultats sont très bons. Après, il y a des attentes qui sont relativement élevées sur ce dossier, j'ai l'impression, puisque post-publication, elle a baissé dans les premiers échanges avant de se reprendre, elle est en baisse de 0,4% sur la séance. Ce que je trouve appréciable ici, c'est le double support. Les 14 € testés en mai 2023 et les 14,50 € testés ce matin. On a un niveau horizontal en soutien et une moyenne mobile à 200 périodes en soutien. Donc on a 14 € et 14,50 € pile sous nos pieds. Pour un investisseur de moyen terme, en théorie, le stop, il est sous 14 €. Voilà. Vous aimez Beneteau, vous avez vu sa publication, vous avez vu qu'elle tient MM200 ce matin, qu'elle est à 15 €. Vous vous dites, si j'achète maintenant à 15 €, je mets un stop sous 14 €. Ça fait 7% de stop. Est-ce que ça me convient? Combien je vise? Est-ce que vous visez par exemple les 18 €, auquel cas vous visez 20% de hausse, auquel cas 10% de stop ça va, enfin 7% de stop. Et pour ceux qui sont dedans, voilà, il faut tenir les 14,50, deux niveaux de prix qu'on a sous les pieds, en espérant que ça redémarre par la suite. Nexity, secteur immobilier, secteur en berne, ça se voit sur les graphiques. Nexity se casse la figure depuis 2021, mi-2021, toute l'année 2022.
Tentative de rebond début 2023, mais ça a été rapidement avorté. Comme je le disais il y a maintenant 1 mois et demi sur Twitter, elle tente de se mettre dans un range. Alors on me disait, oui, dans un range, il faut plusieurs tests, du haut, du bas, tout ça. Faut pas être non plus aux pièces quand on regarde les cours. Simplement, c'était baissier, c'est en train de tenter de latéraliser, donc de tenter de neutraliser. En plus, le point bas, maintenant on en a 3 à 18 euros. 1, 2 et 3 correspond au point bas en clôture de octobre 2022. Donc, Nexity est baissière moyen long terme. Ok, Nexity est baissière court terme, mais depuis 2 mois, elle est neutre. Qu'est-ce qui m'intéresserait? Eh bien, c'est une sortie par le haut de cette zone de neutralité. Donc une cassure des 19,10 € des plus hauts des 2 derniers mois, puis une cassure des 19,30-40 € les plus hauts de début juin. Donc je laisse les choses se faire, je laisse la publication passer, je laisse voir si on se casse la figure ou si la zone tient, je me mets une alerte à 19,10 € et je m'intéresse à Nexity si elle se met à casser des résistances. Voilà. Pour l'instant, c'est trop tôt. Pour l'instant, c'est toujours baissier moyen terme, au mieux neutre court terme. J'attends que la valeur me donne des signaux de retournement pour ne rentrer que sur un regain d'intérêt des opérateurs et pas juste sur un micro rebond technique. Parfois, on peut rentrer suite à de fortes chutes sur un niveau clé parce que le timing s'y prête, parce qu'il y a une augmentation des volumes et qu'on voit qu'un excès a été atteint. Ici, il y a eu une augmentation des volumes dans la baisse, mais il n'y en a pas dans la reprise, dans la tentative haussière, donc je trouve ça trop tôt. J'attends. McPhee, elle était plus baissière que Nexity encore. Elle s'est cassée la figure très vite, très fort, et elle a touché un seuil clé vraiment d'importance, les 7,50 € qu'elle avait testé en septembre 2022. Donc c'est pour ça que j'ai parlé sur McPhee sur Twitter le 13 juillet, quand elle a fait son chandelier de reprise ici avec des volumes intéressants. Hier, il y a eu une bonne nouvelle, ça l'a fait monter en séance puis elle est retombée, donc on ne peut pas dire que ce soit puissant. McPhee reste quand même très fortement baissière sur les dernières années. Rappelons que McPhee a une croissance de sa dette qui est pratiquement égale à la croissance de son chiffre d'affaires. Ça ne gagne pas d'argent, c'est très baissier, c'est un dossier très long terme. Donc voilà, on ne peut pas dire que c'est fortement haussier, qu'il se passe quelque chose de très positif, etc. Pour l'instant, on a une simple réaction sur les plus bas. Voilà. Donc il y en a qui interviennent à proximité des 8 € avec un stop sous les 7,50. Il y en a qui vont attendre qu'on casse par exemple les 9 €, la zone de gap qui avait été ouverte à la fin du mois de juin. Il faut aussi que vous distinguiez dans mes tweets et dans mes émissions les small, les mid et les grosses caps. Voilà. Les small caps, c'est fait pour les sportifs. C'est fait pour ceux qui aiment bien acheter des seuils pile poil avec un stop dessous, qui sont prêts à mettre leur stop à zéro rapidement, qui sont prêts à s'y reprendre plusieurs fois. Sinon, il ne faut pas trader les small caps, il faut aller sur les mid caps et les grosses capitalisations. Sinon, vous pouvez aussi totalement oublier les valeurs baissières comme celle-ci, ou comme Reward Media, ou comme Nexity, ou comme Gerbet, et ne vous intéressez qu'à des valeurs haussières de moyen et de long terme, comme Thales, comme Total, comme Veralia, et comme TFF. Voilà. Dans cette émission, j'essaie de vous montrer des petites, des moyennes, des grosses, des haussières, des neutres, des baissières, et j'essaie de vous expliquer ce que je recherche comme signaux sur des valeurs haussières ou comme point d'appui pour rentrer. Et j'essaie de vous montrer sur les petites et moyennes qui sont baissières quels sont les signaux que j'attendrai pour m'y intéresser, pour ne pas acheter dans la baisse, justement. Globalement, Reg disent oui, Beneteau, elle est sur support, il faut tenir la zone des 14,50. Les résultats sont bons, les prévisions sont conservées, elle a un support à 14 €, sa moyenne mobile à 200 périodes à 14,50. Il faut tenir ces deux zones de prix là. Si on casse la première puis la seconde, c'est que ça craint un petit peu à moyen terme.
Ensuite, BIC, BB. Alors BIC, elle est un peu foutoir, hein. Ça baisse, ça monte, ça rebaisse, ça remonte. Mais on va dire qu'elle a une relation avec MM200 qui est assez puissante. Quand elle casse MM200, elle prend 20%. Quand elle recasse MM200 à la baisse, elle repère 20% et ainsi de suite. Ici, ce qui m'intéresse sur BIC, c'est ce support à 51 euros. C'est un support, c'est un niveau testé en octobre 2021, en janvier 2022, en avril 2022, en juin 2022 et récemment. Donc, on a un niveau vraiment horizontal super clair ici à 51, 51, 50. On est dans un biseau descendant. Donc, si publication il y a et qu'on casse les 51 et que ça va dessous, c'est pas beau. Ça craint. Si on arrive au contraire à casser les 53 euros, c'est qu'on essaye de s'extraire par le haut de ce biseau descendant et qu'on pourrait relancer une dynamique haussière à court terme, après avoir touché un beau support de moyen terme. Donc là, on est vraiment sur du qui tout double. On est baissier depuis plusieurs mois, on est posé sur support. Si ça casse à la hausse sur publication de résultats, c'est peut-être une entrée pour jouer un retournement de court terme. Ensuite, Calray. Alors Calray, on en a beaucoup parlé, hein. J'en ai parlé sur Twitter à la cassure des 22 euros, j'en ai parlé à 24 euros, j'en ai parlé à 28 euros. La semaine dernière, Calray a atteint les 32 euros. Ça veut dire qu'elle avait gagné 50% en quelques semaines. Ça veut aussi dire qu'elle avait atteint une zone très travaillée en 2021-2022. Et donc, il n'est pas étonnant que des opérateurs qui gagnent 50% en quelques semaines prennent des bénéfices. En plus, on a eu un triple échec très propre à 32,40 euros, ce qui a engendré une consolidation. Deux écoles dans ce cas-là. Vous êtes long terme, vous avez acheté du Calray à 18-20 euros, vous ne bougez pas. Ou sinon, il y a l'école des court-termistes. On arrive sous les 32 euros, ça bloque à 3 reprises, on allège. Pour ceux qui sont rentrés plus haut, à 25, 26, il y a la possibilité de mettre un stop à l'entrée, de mettre un stop sous un seuil clé. Soit sur le précédent plus bas, ici à 26,50, soit sous la zone de gap ouverte le 28 juin. On a laissé un gap ici ouvert entre les 25,30 et les 26. Donc voilà. Elle est haussière, elle fait des plus bas et des plus hauts de plus en plus haut. Elle réagit bien ces 2-3 derniers jours. C'est positif. Et si on veut remonter son stock de protection, on peut le faire sous les 25 euros. Mais ça reste une valeur volatile. Donc attention au stop qui serait trop court. Il est tout à fait légitime qu'une valeur qui gagne 50% en quelques semaines puisse en perdre 20. Ensuite, Grainvolt. Grainvolt, je suis tombé dessus l'autre jour parce qu'elle est dans un range. Alors, Grainvolt, elle était haussière 2018, 2019, 20. 22, c'est la descente aux enfers. Elle passe de 180 euros à 37 euros, 37,40 euros. Elle a chuté au mois de mars avec des volumes très forts. Elle s'est stabilisée dans des volumes relativement importants et elle est dans un range de court terme. Ici aussi, ça m'intéresse de surveiller une éventuelle nouvelle direction. C'était baissier, elle est neutre. Si on sort par le haut de ce range, si on casse les 41 euros, c'est un signal d'achat de court terme. Donc si on aime bien ce dossier fondamentalement, si on a eu la patience de la laisser digérer sa forte chute précédente et sa neutralisation, on se met une alerte à 41 euros et on peut mettre à profit une éventuelle cassure par le haut. Et je finirai avec SMCP. SMCP, il y a des spéculations dessus ces derniers temps. On parle d'OPA potentiel. Elle est haussière depuis un an maintenant. On avait parlé de ce repli ici vers 7,40 qui était une belle zone horizontale avec la moyenne mobile à 200 périodes qui arrivait en soutien. Elle a cassé son oblique baissière à 8,15 euros, 20 avec des gros volumes. Encore récemment dans la hausse, des gros volumes. Elle est sur une zone de résistance. Il y a des gros volumes échangés. Il faut voir si ça passe.
Si ça passe pas, que les publications sont mal accueillies, c'est retour vers 8,40 €. Si ça passe en force au-dessus des 9 €, c'est beau et c'est continuation de la hausse. D'ailleurs, quand on prend du recul sur ce dossier à moyen long terme, on peut constater que c'était fortement baissier jusque 2020 et on peut constater qu'elle se reprend en escalier depuis. Vous voyez ? On a quand même une hausse progressive qui se met en place ces derniers mois, ces derniers trimestres. Donc on voit bien que si on arrive à dépasser la zone des 9 €, d'ailleurs qui avait été testée en 2021 aussi, on pourrait aller chercher le haut de canal et les 10 €. Donc si ça passe en force, il y a encore 10-12% de potentiel. Voilà, j'ai fait le tour de toutes les valeurs. Alors j'ai Dan qui me demande plein de valeurs. Alors Dan, en fait, je pose la question sur Twitter le lundi, la veille de mon émission, pour savoir quelles actions vous voulez que je regarde. Donc je peux pas comme ça continuer l'émission pendant des heures à en regarder 50. Forcy Power, là vous me parlez d'une introduction boursière en 2021 qui a beaucoup baissé depuis. Il y a des volumes échangés assez intéressants ces derniers temps. On peut dire qu'elle est neutre désormais alors qu'elle était fortement baissière. Donc il y a du mieux. Et vu que vous avez suivi mon émission, vous savez ce que j'attends ici. Vous savez que j'attends une cassure des 3,70 €, une cassure de range par le haut pour me montrer qu'elle est vraiment en train de changer de direction. Ensuite, on peut jeter un œil à Moulinvest. Elle était magnifique en 2021-2022 et depuis mi-2022, c'est la descente aux enfers. Pour l'instant, Moulinvest fait des plus bas et des plus hauts de plus en plus bas. Forte baisse avec volume ici au mois de juin, donc pour l'instant, c'est vraiment pas la fête. C'est fortement baissier et on attendra des cassures de résistance et un retour, je pense, au-dessus, au minimum des 28 € pour se dire que le pire est passé. Pour l'instant, en tous les cas, c'est le genre de configuration qui ne m'intéresse pas. Rexel, là c'est un peu plus haussier, c'est positif, c'est soutenu. Il faudra voir ce que ça donne avec la publication des résultats. Tant qu'on est au-dessus ici, court terme des 21,30, 21,50, c'est plutôt positif. Il faudra voir les publications. PLM me dit pourquoi les commentateurs s'enthousiasment en permanence sur les résultats supérieurs aux attentes alors que ceux-ci baissent de 9%. Eh bien mon cher, c'est parce que justement c'est le principe, comme je l'ai montré dans la partie top flop, les anticipations de résultats ne font que baisser depuis 3-4 mois. C'est comme ça qu'en fait, même avec des résultats pourris, on fait mieux que le consensus et que les marchés tiennent. Ce trimestre, c'est le 3e trimestre de baisse des bénéfices des entreprises du S&P 500. Donc il n'y a pas de quoi sauter au plafond, bien au contraire. Mais on va dire que les opérateurs, les analystes ont revu leur copie de plus en plus à la baisse et donc maintenant on a des publications qui sont un petit peu meilleures que pires que les attentes qui étaient très mauvaises. Et c'est un peu ça en fait l'habitude chez les analystes, c'est de revoir leur copie à la baisse jusqu'aux publications, comme ça les publications sont un petit peu meilleures que les attentes et comme ça le marché peut s'en suffire et repartir à la hausse. Voilà. C'est un phénomène un peu particulier mais c'est comme ça et comme je vous l'ai montré dans cette partie de début d'émission, ce qui compte pour les opérateurs c'est pas les résultats du 2e trimestre, ils sont connus. C'est les anticipations pour la suite. Et les anticipations pour la suite, c'est une reprise de la hausse des bénéfices des entreprises du S&P 500 pour 2024. Et puis je finirai avec Cyril qui nous parle de 2 CRSI. Ça fait très longtemps que j'en ai pas entendu parler de celle-là. Et c'est normal puisqu'elle fait que baisser depuis 2 ans. On voit bien qu'elle a tenté quelque chose ici, elle est devenue fortement baissière, elle a échoué sous MM200 une fois, 2 fois. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'elle essaye de marquer le pas. Donc, vous voyez toujours le même processus. C'était baissier, c'est en train de neutraliser. On peut avoir une MM200 qui arrive graduellement en résistance. Et ce qu'on veut, nous, c'est voir les cours casser le range par le haut et casser MM200 pour montrer un changement d'état d'esprit, un retour des investisseurs et des fonds sur le dossier. Donc,
ça sert à rien d'acheter plein de titres baissiers quand ils sont sur leur plus bas sur support. Il y en a qui vont latéraliser longtemps, vous perdez du temps. Il y en a qui vont sortir par le bas, vous perdez du temps. Par contre, vous pouvez identifier plein de titres baissiers, regarder leur zone de neutralité, mettre des alertes et vous y intéresser uniquement quand ils sortent de leur zone de neutralité. Ainsi, vous économisez du temps, du stress, des pertes latentes et vous ne re-rentrez que quand le marché redevient positif sur une action. Ça sert à rien d'avoir raison trop tôt. Avoir raison trop tôt, c'est avoir tort en bourse. Donc, attendez des signaux haussiers. Voilà, j'espère que cette partie graphique et tous ces schémas vous auront plu. Le but, c'est de vous montrer qu'il y a des valeurs haussières qu'on achète sur repli ou sur cassure, concept du trend following, et que sur les valeurs baissières, il faut attendre qu'elles passent de baissière à neutre et attendre qu'elles passent de neutre à haussière. Et oui, la bourse, c'est de la patience. La bourse, c'est 90% de neutralité et 10% de hausse. Et nous, c'est ça qu'on veut capter. Sur ce, je vous souhaite à tous de bonnes vacances si vous êtes en vacances ou une bonne période estivale, de calme. Voilà, reprenez des forces, profitez du soleil. Je vous souhaite à tous le meilleur pour cette semaine et la suivante. Je vous retrouve dans 15 jours pour la prochaine émission. Merci à tous ceux qui sont abonnés à ma newsletter et à YouTube. On a passé les 8000 abonnés à la chaîne YouTube de WeBourse pendant l'émission. Et à très bientôt. Au revoir à tous.